Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre ici sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur la petite nouvelle Les Incorrectibles Plus sur Utréon. C'est grâce à vous, les contributeurs d'Utréon, que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces longs entretiens. Et puis merci particulièrement donc à vous qui nous avez suivis la semaine dernière, puisque l'émission avec Annie Dupéret a fait un véritable buzz, vraiment un peu inattendu, pour être tout à fait honnête, mais en tout cas, on a été repris par toutes les télévisions, comme quoi, vous voyez, les médias alternatifs, eh bien, c'est regardé, quoi qu'on en dise. En tout cas, vraiment, un grand merci à vous et à Annie Dupéret au passage. Alors, pour cette nouvelle émission, eh bien, je reçois un souverainiste social. Voilà, en tout cas, comme il aime se définir, un souverainiste de gauche. Il s'appelle Georges Kuzmanovic. Bonsoir. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est la première fois que nous vous recevons sur ce canapé orange, donc c'est un plaisir. Alors comme c'est notre habitude ici dans cette émission, on va d'abord, si vous le voulez bien, revenir avec vous dans cette première partie sur votre vie et donc vous poser quelques questions sur votre parcours pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Alors nous allons, si vous le voulez bien... Vous allez faire un peu office de psychanalyste. Voilà, c'est ça, c'est très bien. C'est exactement ça. Alors on va, si vous voulez bien, remonter le fil de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes né, si je ne me trompe, en 1973 à Belgrade, en Yougoslavie. Qu'est-ce qu'il vous reste de ces origines yougoslaves, Georges? Bon, beaucoup de choses. Mon nom. Et puis, c'est quand même le pays de la petite enfance. Donc, j'y étais à l'école maternelle, le début du primaire. Même si ma mère est française, une longue lignée de paysans lorrains, c'est les odeurs de l'enfance. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... qu'on a du mal à perdre. Et puis, c'est un pays slave, donc c'est un rapport particulier à la vie. En particulier pour ceux qui connaissent Emir Kusturica, ce n'est pas le seul à faire ce genre de film, très, très vivant, très, très dynamique, très, très chaud. Chantant, oui. Chantant, chaud. Ouais. Alors, tous les sens du terme. Et puis, une certaine nostalgie pour ce qu'a été la Yougoslavie, parce que moi, je suis né yougoslave. Et comme mon père, au moment de l'éclatement de la Yougoslavie, de cette première guerre d'Europe, parce qu'on dit en ce moment beaucoup, en parlant d'Ukraine, que la guerre est revenue en Europe, mais elle y était déjà il y a 30 ans. La longue décennie des années 90 de guerre, des différentes guerres de Yougoslavie jusqu'à la guerre du Kosovo. J'ai vu l'éclatement de cette haute partie de mes origines, l'éclatement total, et que je revendique. Yougoslave, même si mon père est serbe et tchèque, mais on était yougoslave, c'était une nation, cette nation a disparu, et les nations peuvent disparaître. Et parfois, j'avoue que ça me fait une inquiétude pour la France, qu'elle ne disparaisse pas comme nation, parce qu'elle est une très très grande nation, et on peut avoir des craintes. Vous retournez parfois en Yougoslavie, en Serbie, hein? Mais rarement. Bon, la dernière fois, c'était en 2015, donc ça remonte. Et je vous le dis, il y a une vraie nostalgie, c'est-à-dire que la Yougoslavie fut une nation qui est sortie en flammes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des rares pays qui s'est lui-même tout seul libéré du nazisme, ou quasiment. L'armée rouge, l'armée soviétique l'a aidé pour libérer Belgrade. Tout était détruit, et ils ont réussi à faire une nation qui a été une nation importante au niveau géopolitique, alors que c'est un pas si grand pays que ça. C'était le mouvement des non-alignés, et son président dictateur, Tito, faisait jeu égal avec Nehru en Inde, Nasser en Égypte, et incarnait cette troisième voie, que l'on retrouve aussi chez le général de Gaulle. Donc vous voyez déjà quelques parallèles. Et tout ça a disparu. L'industrialisation a disparu, l'indépendance a disparu, énormément de professions qui étaient normales, qu'on rencontrait de manière normale là-bas. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes sont partis, émigrés dans le reste de l'Europe ou aux États-Unis. Et donc, ce sont ces différentes républiques issues de la Yougoslavie sont un peu des pays qui s'étiolent, vivent un peu de tourisme, un peu d'agriculture, et ils sont assez dans des difficultés économiques. Donc c'est c'est plutôt une nostalgie quand j'y vais, c'est-à-dire mais maintenant assez rarement. Alors c'est toujours une question un petit peu délicate à poser à quelqu'un, comme vous l'avez rappelé, vous êtes français bien évidemment, mais donc d'origine, comme on dit, serbe d'un autre pays. Vous vous sentez intérieurement plus français, plus serbe Ah oui, maintenant je suis... Non, mais culturellement, je veux dire, est-ce que vous avez cet équilibre Plus français maintenant, le temps passe, en fait...
on se marie ici, les enfants, mes 3 filles sont nées à Paris. Les différences culturelles, elles existent malgré tout. Oui, elles existent, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du familial. Donc vous avez je suis orthodoxe, donc c'est des fêtes religieuses un petit peu différentes, c'est des plats différents, mais c'est le propre de l'immigration en France, c'est le propre du génie français de l'intégration par l'assimilation. Vous n'avez jamais été confronté, on va dire, au racisme, en tout cas à la discrimination en raison de vos origines? Si, c'était compliqué à l'époque des guerres de Yougoslavie, puisque on a une tendance, mais peut-être qu'on en reparlera avec cette guerre en Ukraine, on a une tendance dans nos médias à considérer qu'il y a un bien absolu et un mal absolu. Et donc, à une époque, pendant les guerres de Yougoslavie, ceux qui étaient serbes, en tout cas mon nom et à consonance serbe, bien c'était le mal absolu. Et donc, on le vit évidemment assez difficilement, d'autant plus que le temps passant, on découvre que des choses qui avaient été dites, qui avaient justifié des conflits, se sont avérées fausses. Mais quand on est dedans, on le vit difficilement. Je me souviens d'ailleurs une fois à la Sorbonne avoir subi les foudres de M. Bernard-Henri Lévy. Ah, oui. C'est étonnant. Et je vous disais, j'étais attaché à la Yougoslavie, et j'étais vraiment jeune étudiant à l'époque. De BHL lui-même? Oui, parce qu'on était dans une salle, et il intervenait sur la guerre en Bosnie, et vous savez que BHL se battait pour la Bosnie. Multiethnique, pluriethnique, ce qui est une très bonne chose. Il parlait de Sarajevo, qui était toujours une ville pluriethnique, avec des Serbes orthodoxes, des Petite parenthèse, attendez, on va profiter de ce passage parce que je tiens quand même à quand même rendre à César ce qui est à César. Faut le féliciter, il a sorti un film là, je sais pas si vous avez vu, qui a bénéficié de 800 000 € de budget, dont 300 000 € de France Télévisions, et c'est un véritable carton, puisqu'en une semaine, il a fait un peu plus de 890 entrées. Voilà, j'allais vous dire que je ne fais pas partie. Je pense quand même qu'il faut quand même rendre honneur à BHL et surtout aussi à la bonne utilisation de notre argent public. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Voilà. Je n'avais pas fait partie des moins de 1000 personnes qui ont vu sûrement ce chef-d'œuvre. Mais à l'époque, il avait fait un film qui s'appelait Bosnia. Et de la même manière, il se cachait derrière un parapet avec un filmé en rapproché, comme il a fait en Libye et comme il a fait en Ukraine, en falsifiant des images de son engagement sur le terrain. D'ailleurs, c'est bien malheureux pour les Ukrainiens, parce qu'en général, quand on a le soutien de BHL, ça se passe assez mal pour les pays qui ont le soutien de Bernard-Henri Lévy, je pense à la Bosnie et à la Libye. Mais j'avais dit, mais c'est étonnant de vouloir la destruction de la Yougoslavie, puisqu'il était pour, lui, et en même temps vouloir une Bosnie pluriethnique. Parce que justement, la Yougoslavie était pluriethnique. Donc c'est très difficile à expliquer à des populations croates ou serbes de Bosnie qu'il faut maintenir une sorte de petite Yougoslavie invivable économiquement, alors qu'on a détruit la grande Yougoslavie. Oui, c'est un argument assez logique, et il avait rétorqué que c'était des propos fascistes. Bon. C'était la seule réponse que j'ai eue face à cet argument logique. Donc, j'ai croisé le fer une fois avec monsieur. Vous avez eu cet honneur. Voilà, oui. Plus largement, quel regard vous portez sur la situation des Balkans à l'heure actuelle? On entend parfois que cette zone resterait donc ce qu'on appelle une poudrière. Mais ça l'est, puisque les choses n'ont pas été réglées totalement. Le cas du Kosovo, on le voit en ce moment. L'indépendance du Kosovo, c'est quelque chose que vous regrettez? Je regrette l'éclatement de la Yougoslavie. Une fois que ça éclate, ça éclate. Après, c'est quasiment sans fin. Je peux comprendre que certains Kosovars veuillent l'indépendance ou être attachés à l'Albanie. Encore une fois, c'est ce que je disais. Je répondais à Bernard-Henri Lévy. Une fois que les choses éclatent, c'est très difficile de rester dans des petits bouts ensemble ou faussement ensemble. Mais en même temps, je comprends très bien les Serbes, et en particulier ceux qui sont à Mitrovica, et toute cette zone des monastères où se trouve l'histoire, les origines du peuple serbe. Donc évidemment, c'est inextricable. Et c'est pour ça que, encore une fois, je regrette l'éclatement de la Yougoslavie. Je regrette qu'à partir de 91, des pays comme l'Allemagne soient revenus sur des principes qui étaient l'intangibilité des frontières, qui donne des arguments, d'ailleurs, on y reviendra sûrement, mais à Vladimir Poutine pour casser les frontières ailleurs. Un peu comme on l'a fait en Yougoslavie, et de ne pas chercher une solution pacifique, avant tout. Et donc ça conduit au conflit. Donc le Kosovo n'est pas réglé. Le cas depuis Dayton et les accords qui ont mené à la création de la Bosnie, qui est un pays qui vit
totalement sous domination de l'Union européenne. J'allais vous demander le rôle des États-Unis dans les Balkans au sens plus large. Vous en pensez quoi? Les accords de Dayton sont les accords voulus par les États-Unis. Ils ont créé une situation intenable à long terme. Encore une fois, c'est un pays avec 3 entités politiques différentes, ethniques, et 3 armées différentes. Bon, vous voyez bien que c'est comme si on avait 3 armées différentes avec 3 ethnies différentes dans les frontières françaises, ça ne peut pas tenir. Je crois que de longue date, les États-Unis ne supportent pas l'indépendance de certains. Et encore une fois, cette Yougoslavie de l'époque de Tito était une des incarnations du non-alignement. Et donc aussi du refus de l'hégémonie des États-Unis. De la même manière, ils n'ont pas accepté avec le panarabisme socialisant qu'ils ont détruit, que ce soit en Égypte, en Libye, en Irak. Les États-Unis ne supportent pas l'indépendance et donc cherchent des vassaux. Et malheureusement, les différentes formes d'intervention, que ça a été des référendums ou la guerre du Kosovo, ont conduit à cette situation qui est toujours explosive. Explosive pour de maintes raisons, parce que les questions des frontières ne sont pas réglées, la question des populations ne sont pas réglées, et puis surtout toute la zone est dans une crise économique qui dure depuis très longtemps, et qui fait que beaucoup de ces jeunes s'en vont. C'est un véritable problème. Encore une fois, je le répète, ils partent aux États-Unis, ils partent en Europe, ce qui fait que vous avez toute une classe sociale qui devrait être dans ces pays-là pour les relever, et qui n'y est pas. Et donc... Alors justement, oui pardon, je vous interromps. Non, mais donc, les choses sont difficiles, elles restent difficiles. Vous parliez de jeunes qui justement partaient en Europe, aux États-Unis. On va revenir un petit peu à vous, à cette enfance et puis à ces sujets connexes. Qu'est-ce que vous pensez du système d'intégration ou d'assimilation, comme on dit à la française? Alors je vous le dis ici, comme j'ai pu de nombreuses fois le dire, j'ai vécu en Yougoslavie, j'ai vécu évidemment la plus grande partie de ma vie en France, mais j'ai vécu aux États-Unis, au Maroc, j'étais en mission humanitaire en Afrique. J'ai servi notre pays, la France, ouais, dans l'armée. Entre autres en Afghanistan, j'ai vécu en Russie, et j'ai vu de nombreux pays. J'ai beaucoup voyagé aussi. Et franchement, la France est le pays le moins raciste du monde. Et le pays où il y a la meilleure intégration. Et malgré les 40 dernières années. Pourquoi les 40 dernières années? Parce que les 40 dernières années sont 40 années de néolibéralisme. Donc de destruction du lien social sous ses différentes formes. En particulier, toutes les solidarités héritées du Conseil national de la résistance, que M. Macron s'ingénie à détruire encore plus aujourd'hui en s'attaquant aux retraites par répartition, dans cette inique réforme des retraites. On en parlera, je pense. Et malgré ces années de néolibéralisme qui ont fait où il y a eu le chômage de masse, où il y a eu une crise continue, où on a un écart de plus en plus grand entre les plus riches, qui sont de plus en plus riches, et les plus pauvres, qui sont de plus en plus pauvres, car c'est un marqueur du pays aujourd'hui. On a des records tous les ans de dividendes des détenteurs d'actions du CAC 40, et en même temps, vous l'avez entendu, on a 3 fois plus de Français qui demandent l'aide alimentaire, qui vont à la banque alimentaire, 3 fois plus qu'en 2017. On a 11 millions de pauvres sur un pays de 68 millions d'habitants. On a 12 millions de mal logés. Bref, on a, malgré toutes ces tensions, eh bien, il y a une intégration. Moi, je me souviens de la France des années 80-90, eh bien, il n'y avait pas de Rachida Dati. Rachida Dati est issue de l'immigration, elle est maire du 7e arrondissement, elle est l'incarnation de la droite conservatrice. Une des incarnations de la droite conservatrice en France. Il y a des commissaires, des gradés de l'armée qui sont issus de l'immigration ouvrière maghrébine, qui sont de 2e ou de 3e génération. Il y a des professeurs, des médecins, des dentistes, des entrepreneurs, malgré ces 40 dernières années de néolibéralisme qui font que l'ascenseur social reste quand même assez au rez-de-chaussée, si ce n'est pas au sous-sol, comme le disait Arnaud Montebourg. Et malgré cela, il y a une intégration. C'est parce que le système d'intégration par l'assimilation. Ah, pardon, il y a une intégration. Moi, j'aimerais quand même aussi avoir votre avis sur ces jeunes d'origine étrangère qui sont parfois nés en France, mais qui détestent la France quand même. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de leur faire aimer à cela notre pays? Mais vous m'avez posé la question, donc je réponds. Ouais. Oui, la France est un des pays les moins racistes. Et beaucoup de ces jeunes, comme vous dites,
l'est, mais je préfère l'aborder de ce côté-là. Mais je vais vous répondre à votre question. Quand j'ai servi notre pays, dans nos armées, vous avez énormément de jeunes issus de l'immigration qui servent, qui vont au qui combat. je pensais quand je disais qu'ils détestaient la France, c'était pas forcément compris, les jeunes issus d'origine étrangère dans l'armée, quoi. Bien sûr, mais il y en a. Ouais. Il y en a même beaucoup. Certains aiment utiliser le mot racisé pour qualifier... certains à gauche ont réintroduit le concept de race, ce contre quoi je lutte. Mais il faut savoir que les institutions les plus racisées, comme les aiment à dire, sont justement la police et l'armée. Mais à côté de cela, il y a, oui, effectivement, des jeunes qui ne sont pas intégrés, ou très très mal intégrés, qui haïssent la France, mais je vous dirais qu'en fait, ils se haïssent eux-mêmes. Je connais assez bien le sujet. Souvent, ils sont en désespoir. Alors, c'est pas pour excuser, mais c'est lié à des contextes d'abandon de quartiers, de certains quartiers par la République, d'effondrement de l'école républicaine, de non-accès à l'emploi. Un des grands intégrateurs en France a toujours été le travail, en particulier le travail en usine, par les collègues de travail, où se mêlaient autour de la chaîne les différents peuples venant travailler en France, et puis ils s'assimilaient, ils s'intégraient par le travail, par les syndicats. Tout ça disparaît avec l'effondrement du travail industriel. Et je disais une haine de soi parce que souvent, ce sont des références à des pays d'origine qu'ils ne connaissent souvent pas, où ils ne sont pas allés, et quand ils y vont, on leur dit qu'ils sont français. Et donc vous avez un mal-être qui, dans certains cas, conduit à des catastrophes. Alors ça n'excuse pas. Les jeunes qui sont dans le crime, qui sont des voyous, qui s'attaquent à la police, il faut les punir. Il faut les envoyer en prison, et puis les plus jeunes, il faut réussir à les éduquer pour l'éviter. Mais malgré tout cela, et encore une fois, je pense que c'est principalement dû en profondeur à l'effondrement économique et à l'indépendance de la France. Le fait qu'il y ait moins d'industrie, moins de travail. Si on avait le 1 million d'emplois industriels qu'on a perdus en France depuis les 30 dernières années, ça réglerait d'abord les questions des retraites immédiatement, bien des problèmes de financement de ceci et de cela, mais aussi 90% des problèmes de criminalité et de non-intégration. Voilà ma réponse pour cette question. Et je regrette ces jeunes, je leur dis, voilà, pour ceux qui choisissent la mauvaise voie du crime et d'être des voyous, mais c'est pas la bonne voie. Et ça ne mènera nulle part qu'à la prison ou à recevoir des coups. Georges Kuzmanovic, on va revenir à vous, si vous le voulez bien. En faisant un petit peu votre biographie, on se rend compte qu'il est impossible de distinguer votre militantisme du reste de votre vie. Vous me dites si j'ai tort, tant les deux sont liés, y compris durant vos études. Vous avez étudié les sciences politiques à la Sorbonne, vous l'avez rappelé, vous avez eu l'honneur donc même de croiser, vous me dites, le faire avec BHL. D'où vous vient cette passion pour la politique ? Mon père est venu en France de Yougoslavie, il a rencontré ma mère qui était en France parce qu'il venait étudier la sociologie. Il a toujours été lui-même politisé, on n'a pas toujours été d'accord, mais il était politisé. Je viens d'une famille en général politisée, donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix dans la marmite de potions magiques. Donc c'est... Enfin, potion magique, c'est relatif, hein, c'est très... c'est interprété, parce que donc, vous avez été militant dès votre plus jeune âge à Lutte ouvrière. Oui. Moi, là, j'aimerais comprendre ce qui vous a attiré chez les trotskistes. Alors, j'étais adolescent, j'étais au lycée, et je ne sais plus si c'est pareil aujourd'hui, mais à mon époque, devant les lycées parisiens, on avait des militants. De différentes obédiences trotskistes, certains réellement trotskistes, d'autres un peu moins trotskistes. Vous aviez aussi... C'est quoi le trotskisme pour les gens qui nous regardent? Vous pouvez nous redire un petit peu ce que c'est? Lors de la révolution russe, Trotsky était celui qui a créé l'armée rouge. C'était un mathématicien. Il était le chef du courant menchevique, puis après il a rejoint Lénine. Il a été un des acteurs principaux de la révolution russe, puisqu'il était quand même le chef de l'armée rouge qu'il a créé. Donc il a gagné la guerre civile, il a gagné contre l'invasion à l'époque occidentale de 1919-1921 sur le territoire de l'actuelle Ukraine. C'est assez intéressant parce que c'était à peu près les mêmes adversaires que l'on a aujourd'hui. Il avait une autre vision que son adversaire principal qui était Staline, de ce que devait être l'URSS. Il y a eu un affrontement pour le pouvoir, Staline a gagné, il est parti,
Il a émigré dans différents pays, en particulier au Mexique, où il a rencontré Frida Kahlo. Et là, il a été assassiné par un des envoyés assassins de Staline. Voilà, Trotsky. Et certains considèrent que Trotsky est le bon côté de la révolution russe. Alors, c'est vraiment très très simpliste, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que certains le voient. Mais pourquoi le trotskisme plutôt que le Parti communiste français, par exemple? Parce que je suis tombé sur celui qui pas de bol. C'était le meilleur militant et qui m'a mal pagué en premier. Voilà, c'est un peu, un peu le hasard. Mais ça aurait pu être la JC. Parce qu'en fait, assez logiquement, j'aurais pu être à la jeunesse communiste, qui existe toujours, comme Lutte ouvrière, mais je regrette pas du tout. Lutte ouvrière, c'est un parti, alors on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il propose, je ne le suis plus par rapport à ce que j'étais quand j'étais jeune, mais néanmoins, pour tout ce qui est égalité, justice sociale, faire en sorte que ceux qui sont en bas de l'échelle sociale n'y restent pas, ou en tout cas, s'ils y sont, que leur vie ne soit pas indigne. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai lu énormément, et ils ont l'avantage par rapport à d'autres groupes trotskistes de pas du tout être gauchistes. Ce sont des gens en général sympathiques, si vous les croisez, ils discutent avec vous, si vous voulez pas discuter, voilà. Ils braillent pas, ils vous insultent pas, ils vont faire autre chose. Et c'est parmi les rares militants, avec certains partis comme le PRCF, qui vont régulièrement devant les usines, donc parler à cette classe ouvrière. Pardon, vous parlez de cette classe ouvrière. Comment vous expliquez que ces partis politiques, justement, qui sont censés défendre les ouvriers, ne recueillent finalement pas leur vote, hein, d'après les différentes études qu'on a aujourd'hui? Qui vote pour Lutte ouvrière, à part les enseignants et quelques bobos? Sans être un peu caricatural, mais on n'en est pas loin. Justement, Lutte ouvrière, c'est un des partis où il y a le plus dans la structure de leur électorat, où il y a le plus d'ouvriers par rapport aux autres. Mais enfin, en nombre, ça fait peut-être pas beaucoup. NPA, non, bien sûr. C'est plutôt ceux que vous qualifiez des bobos ou des enseignants, ils vont plutôt voter pour d'autres organisations de gauche. Mais parce que Lutte ouvrière, ce n'est pas que cela. Lutte ouvrière a une vision de la société qui est celle des bolcheviks de 1917. Donc ils sont, je vous dis, je ne suis pas resté en accord avec eux. C'est vieux d'un siècle, leur combat politique. Ils veulent un retournement du capitalisme total et entier par la voie révolutionnaire. Il y a eu de bonnes choses en URSS, mais il y a eu deux ou trois choses qui n'étaient pas extraordinaires. On a une expérience positive à en tirer, mais aussi une expérience négative à ne pas recommencer. Donc, des partis qui proposeraient un tel destin pour la France, bien évidemment, ne vont pas recueillir beaucoup de suffrages. Alors, Georges Kuzmanovic, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez donc été engagé dans l'armée, vous avez été notamment en Afrique à plusieurs reprises. Le président de la République, Emmanuel Macron, a effectué une tournée en Afrique récemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'étais gêné pour notre pays. C'est pathétique. Le recul de la France en Afrique est colossal. Quel regard justement vous portez sur le rôle de la France en Afrique? Écoutez, vous parliez d'engagement. Après quelques années, jusqu'à 18-19 ans, à la lutte ouvrière, j'ai passé une longue période sans engagement dans un parti politique. Et comme beaucoup de jeunes des années 90, j'ai été aspiré par l'humanitaire. Donc je me suis engagé dans l'humanitaire avec des amis. Nous avons été au Rwanda en 94. Nous avons créé une association humanitaire Autre Monde qui existe toujours, qui faisait, disons, première mission low cost pour acquérir une expérience pour des étudiants qui souhaitaient travailler dans l'humanitaire et après cette première expérience, partaient travailler avec Médecins du Monde, par exemple, avec qui on était en partenariat. C'est avec Médecins du Monde qu'on a lancé les premières maraudes dans Paris. On avait un centre d'accueil pour sans-abri. Et grâce à cet engagement humanitaire, il se fait que donc, je suis allé au Rwanda, je suis allé en République démocratique du Congo, je suis allé au Mali, dès les années 90. Donc j'ai pu voir ce qu'il s'y passait, et ce qui s'y passait réellement. Là encore récemment, j'y suis retourné plusieurs fois en Afrique de l'Ouest, et on peut dire qu'il y a eu un grand raté entre la France et l'Afrique, et en particulier l'Afrique de ses ex-colonies, qui ont une dent contre la France. Et ce ne sont pas les passages
Nicolas Sarkozy, qui disait que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, il invitait les Africains à entrer dans l'histoire. Vous imaginez l'insulte. N'ont pas aidé à améliorer les relations. Pas plus que un certain Emmanuel Macron qui va au Burkina Faso et qui fait des blagues devant des étudiants, devant les citoyens du président du Burkina Faso. Il fait de l'humour. Et il dit que c'est un technicien, il va remettre la clim. Bon, alors il n'y a pas eu que ça comme problème, mais c'est énormément de problèmes. Et puis surtout, ce sont des pays qui... Et ce ne sont pas les seuls. Et ce qui explique aussi le soutien de facto qu'a la Russie dans le conflit global qui se passe en ce moment entre les BRICS, donc les pays qui regroupent le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et quelques 40 autres autour, contre l'Occident et spécifiquement contre les États-Unis, ce ras-le-bol de la morale occidentale. J'étais, je vous dis, il y a quelques mois en Guinée-Conakry et je discutais avec le nouveau ministre du budget. Et je lui dis, mais est-ce que ça ne vous inquiète pas parce que je voyais beaucoup de Chinois, beaucoup d'ouvriers chinois, d'ingénieurs chinois dans Conakry. Et je lui dis, est-ce que ça ne vous inquiète pas l'impérialisme chinois et russe? Il dit, mais si, on n'est pas stupide. Mais au moins, eux ne nous font pas la morale. Ils nous respectent. Ils nous respectent. Alors que nous, on a des attitudes néocoloniales, souvent, avec une corruption dont on est partiellement responsable, et on donne des leçons à ces pays-là et ces jeunes-là, et je crois qu'il y a un grand ras-le-bol de ce côté-là. Mais la France, elle doit continuer de défendre ses intérêts quand même en Afrique. Ah mais c'est autre chose. Oui, évidemment que la France doit continuer à défendre ses intérêts, mais les défendre bien mal. Et on parle souvent de Wagner et des Russes qui opèrent et qui taillent des croupières à la France en Afrique, c'est clair et net. Mais c'est pas seulement Wagner, c'est plutôt les Russes, par Wagner, mais pas que par Wagner, qui prennent des zones d'influence de la France en Afrique, mais surtout ils s'attaquent aux plus faibles. La France, parce que la France abandonne une vision de la France pesant dans le monde, au point où M. Emmanuel Macron a sabordé et détruit, et est en train de détruire définitivement le corps diplomatique français. Vous l'avez sûrement entendu et même commenté. Et dans le même temps, on a des pays comme le Gabon et le Togo, on en a beaucoup moins parlé, hein. Le Gabon et le Togo, qui eux, au mois d'août de la 2022, sont passés au Commonwealth. Ils n'ont pas aidé c'est pas Wagner qui les a fait passer au Commonwealth. Le Commonwealth, c'est la grande internationale des pays anglo-saxons emmenés par la Grande-Bretagne. Alors c'est plutôt sur les anciennes colonies de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, mais là vous avez le Gabon, qui était au cœur de la France-Afrique, et le Togo qui ont basculé au Commonwealth. Bon, ça montre, d'un côté, ensuite il y a des croupières par les Britanniques, de l'autre par des Russes, que ailleurs par des Chinois, que c'est une déculottée. Et vous l'avez vu, y compris en Algérie, où M. Emmanuel Macron est allé en fanfaronnant, comme d'habitude, c'est ce qu'il fait. Ah, il ne peut pas s'en empêcher. Il ne peut pas s'en empêcher. Il se couvre de ridicule, et il couvre notre pays de ridicule parce que c'est le président. Mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit... il a fait beaucoup de concessions historiques aux Algériens. Il a fait des courbettes. Il a promis qu'il allait négocier des accords gaziers. Il n'a rien obtenu. Pire que cela, une semaine après sa visite, dans l'hilarité générale des médias algériens, qui se sont moqués du président de la République française, l'Algérie demande son adhésion aux BRICS. Et plus que cela, signe pour 12 milliards d'euros de contrats militaires avec la Russie. En face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée. Avec ce pays pour lequel il y a des liens historiques, familiaux, culturels, historiques tragiques, évidemment avec l'Algérie, mais aussi positifs. Et a engagé, l'armée algérienne a engagé des manœuvres avec l'armée russe dans le sud dans le Sahara, dans le sud algérien, dans le Sahara,
chose qu'elle n'avait pas faite avec l'armée française. Oui, le recul est phénoménal, partout, en Afrique de l'Ouest, en Algérie, au Maroc, les services de renseignement israéliens, c'est eux qui travaillent avec le gouvernement marocain à la sécurité depuis très longtemps. Il y a une forme de corruption qui vient du Maroc, qu'on laisse faire dans notre pays. L'affaire libyenne que l'on doit, entre autres, à notre ami Bernard-Henri Lévy et à Nicolas Sarkozy, ont laissé des traces colossales. D'abord la guerre, puis le chaos en Libye, puis le chaos dans toute la zone Sahel, où on est intervenu pendant des années en éliminant des djihadistes. C'était nécessaire quand on a fait l'intervention, mais intervention qu'on a rendue, dont on est un peu responsable à cause de la guerre en Libye, qui a permis de libérer tout un tas d'armes dont se sont servis les djihadistes, et puis au final pour se faire un peu chasser comme des malpropres, avec mépris. Ce que ne méritaient pas nos soldats et nos compagnons d'armes qui sont morts ou qui ont combattu contre les djihadistes au Sahel. Donc oui, la France est en recul, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine géopolitique. Et bon voilà, donc l'Afrique, j'y suis retourné, malheureusement je trouve pas que ça avance tant que ça, l'Afrique, en dehors de la relation avec la France. Et je crois que ce que nous reprochent beaucoup de jeunes, c'est ce que nous on reproche à l'Union européenne et aux États-Unis. C'est une forme de mainmise morale, mais en même temps économique, sur leur destinée. L'Union européenne a signé des accords de libre-échange, ça s'appelle les accords de partenariat économique, les APE, avec les pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. En fait, les accords de libre-échange, c'est la destruction de toutes les formes de protectionnisme dans ces pays-là et la possibilité de déverser nos productions, nos françaises, européennes, occidentales, sur les marchés africains, contre les producteurs locaux, y compris agricoles, qui n'arrivent pas à lutter contre les mastodontes industriels ou de l'agro-business européen ou américain, et qui perdent leur travail, qui perdent leurs entreprises. Ça, je crois que les Africains en sont fatigués. Encore une fois, en plus, on leur fait la morale. Donc il y a là aussi, en ce moment, un grand changement, un grand chambardement du monde, et il faudra beaucoup d'efforts, c'est-à-dire refaire un corps diplomatique efficace, renvoyer des diplomates sur place, qui vont connaître les cultures, qui vont sympathiser avec les élites locales, et ça prendra du temps, mais voilà, et il faudra 10-20 ans pour renouer des accords, un partenariat sérieux et profitable à tous avec les pays africains que nous avons connus. Georges Kuzmanovic, on va revenir à votre vie politique, si vous le voulez bien. Vous avez rejoint dans les années 2000 Jean-Luc Mélenchon. Alors tout d'abord, comment vous l'avez rencontré? Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Eh bien écoutez, après, je vois Jack un peu vos questions, après l'humanitaire, j'ai repris des études et j'ai enseigné quelques années à l'université. Et puis, j'ai fait l'armée, je me suis engagé dans la réserve opérationnelle. Il se fait que l'université, c'était pas... Enfin, je m'y retrouvais pas, ni en termes de salaire, ni en termes de ce qu'on pouvait y faire, puisque j'étais dans les sciences sociales, et je suis très content d'en être parti. On a dit que vous murmuriez à l'oreille de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous avez accompagné Jean-Luc Mélenchon pendant très très longtemps. Hein. Oui. Donc, cette rencontre d'abord. Et donc je suis parti à l'armée, en Afghanistan, et après je suis allé vivre quelques années en Russie, et j'étais en Russie quand Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste, en 2008, en claquant la porte. Et je me suis dit, tiens, celui-là, il a du courage, parce qu'il a quitté une sinécure qu'il avait eue pendant très longtemps en tant que sénateur au Parti Socialiste et chef de file d'un des courants du Parti Socialiste. Il avait été ministre sous Jospin, il aurait été ministre en tant que chef de file dans un autre gouvernement, celui de François Hollande. Il a choisi de naviguer seul pour défendre ses idées. Et il y a quelques idées qui me plaisaient. Et elles m'étaient présentées depuis longtemps par une de mes meilleures amies de l'époque, et qui est toujours, Charlotte Girard,
qui me disaient dès 2005, rejoins-nous, mais ils étaient à l'époque encore au Parti Socialiste. Et j'avais dit, surtout pas Parti Socialiste, hors de question, non, non, non. Et donc j'étais à l'étranger quand il quitte le PS, et je lui ai dit, tiens, il a du courage. Je suis revenu en 2010-2011 en France. Et là, à mon ami, j'ai dit, écoute, allez, je vais rempiler en politique. Donc vous aviez des affinités intellectuelles avec lui, oui. Ça. Sur les questions géopolitiques, justement. Et alors, quelle était votre influence, justement, auprès de Jean-Luc Mélenchon? D'abord, c'est plutôt sur ces questions-là. C'était là où on avait l'accord principal. C'était pas tant une influence qu'un accord. Certains ont pu croire que j'ai marabouté Jean-Luc Mélenchon sur certains sujets. Parce qu'on l'accuse souvent d'être très égotiste, autoritaire. Donc déjà, il ne doit pas accepter facilement qu'on arrive dans sa sphère de confiance. Jean-Luc Mélenchon est intelligent. Il est cultivé. C'est un animal politique depuis très longtemps. Il a ses avis sur beaucoup de sujets. Voilà. Certains ont pu croire que je l'ai marabouté, par exemple, sur la défense du service national, puisque nous sommes pour le service national, le retour du service national à composante militaire pour tous les jeunes. Mais non, Jean-Luc Mélenchon, quand il était sénateur participant à la commission de la défense, avait voté contre la suspension du service national. Il était pour le service national, pour les mêmes raisons que celles que moi je défends. Creuset républicain, creuset de la nation, et puis peuple en armes, enfin bon. Donc on était juste en accord. Et donc, là où j'ai pu être conseillé, c'était sur les crises qui intervenaient. Au début, j'étais, je dis, un militant de base, je travaillais beaucoup au service d'ordre. Vos responsabilités. Mais justement, je lui ai parlé, j'étais au service d'ordre. Voilà. Et je collais des affiches, je tractais, enfin, je travaillais de militant de base. Et survient la crise en Libye, justement. Et je travaillais beaucoup avec François Delapierre, qui était le mari de Charlotte Girard, qui était le numéro 2, quelque part le fils adoptif, en tout cas intellectuellement et politiquement, de Jean-Luc Mélenchon, qui malheureusement est décédé en 2015 d'un cancer au cerveau foudroyant. Et bien des problèmes, je pense, de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon viennent du fait que François Delapierre est décédé. Voilà, c'est le destin. Et donc François, je conseillais sur des questions géopolitiques, et survient la crise en Libye, et il dit à Jean-Luc, il y a ce Georges-là qui dit des trucs, et je disais, encore une fois, comme c'est arrivé de nombreuses fois, contre la campagne guerrière médiatique, contre le déversement de certains intellectuels comme BHL, qu'il faut y aller, il faut faire de la guerre, c'est extrêmement important, il y a des massacres. Je disais, c'est pas si sûr, les images qu'on nous envoie, c'est pas si évident, les avions qui soi-disant bombardent Benghazi, c'est pas des avions de bombardement au sol, enfin bon, il y avait des problèmes techniques. On parlait de il y a une forme de racisme, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, on parlait de colonnes de mercenaires noirs qui arrivaient d'Afrique subsaharienne, colonnes de mercenaires noirs qui sont totalement volatilisées, plus personne n'a jamais entendu parler. Et je disais, c'est très dangereux ce qui se passe, parce que la Libye, on aime ou on n'aime pas Kadhafi, je suis un géopoliticien réaliste. C'est-à-dire que j'essaye d'éviter les jugements de valeur quand il s'agit des questions géopolitiques. Kadhafi était un verrou en Afrique. Ça n'est pas pour rien que Nelson Mandela, quand il sort de prison, il rend d'abord un des premiers hommages, il les rend à Cuba et à Kadhafi, parce que c'est eux qui l'ont réellement soutenu, contrairement à ce que l'on croit. Kadhafi a fait financer énormément de projets en Afrique, et puis surtout, il avait des projets panafricains, comme par exemple une monnaie qui soit indépendante de l'Occident. Encore une fois, l'indépendance, la souveraineté, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a été renversé, c'était surtout celle-là. Et en plus, son pays était un modèle pour d'autres pays en Afrique, parce que c'était un des meilleurs niveaux, sinon le meilleur niveau de vie en Afrique. Maintenant, c'est un chaos. Donc j'avais dit, voilà, je pense que les raisons de la guerre sont bien autres que ce qu'on nous avance médiatiquement pour entraîner l'adhésion populaire. Oui, quand les gens sont massacrés, quand on est regardé, c'est horrible, ils sont massacrés, il faut intervenir, le kidam moyen dit, oui, il faut y aller. Et si on lui expliquait, oui, mais bon, peut-être que c'est pas autant de massacres que ça, puis les autres vont massacrer aussi, puis en fait, ça va faire une guerre civile qui va durer 12 ans, et ça va entraîner toute une série de guerres dans tout le Sahel, les gens peut-être se diraient, peut-être qu'on va pas y aller. En tout cas, j'avais suggéré ça à Jean-Luc Mélenchon, qui lui était pas chaud à l'époque. Il avait été pour la résolution 1973
et comme les Russes d'ailleurs, d'interdiction de survol de no-fly zone pour l'aviation libyenne, mais que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont utilisé pour faire une intervention au sol et renverser, faire un régime change. Et vu les conséquences ultérieurement, il m'a dit « Ah, t'avais pas tort, hein, on va discuter ». Et sur d'autres sujets, que ce soit ce qui s'est passé au Mali, en Ukraine, dans d'autres pays en Afrique, voilà, de fil en aiguille, je suis devenu un peu un de ses conseillers sur les questions internationales. Et puis j'ai pris des fonctions dans notre parti commun, qui à l'époque était le parti de gauche. Je suis devenu membre du bureau national en charge des questions de défense, puis secrétaire national du parti de gauche pour l'international et la défense. Et on avait lancé la campagne de Jean-Luc Mélenchon de 2017, le 9 décembre 2015. Il part très très tôt en campagne. Et on l'avait fait, imaginez la différence avec le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui, on l'avait fait en publiant un cahier à la Revue Défense Nationale, qui est la revue d'élite de l'armée française. On l'avait publié avec le titre « Pour un nouvel indépendantisme », parce que Mélenchon ne voulait pas utiliser le mot souverainisme, parce que connoté de droite, mais c'était la même idée, pour un nouvel indépendantisme pour la France. L'image, c'était le porte-avions Charles de Gaulle qui était survolé par les Alpha Jets de la patrouille de France, qui faisait le drapeau bleu-blanc-rouge. On présente ça dans la salle d'honneur, sous la cour d'honneur, aux Invalides, devant un parterre de généraux. Ah oui, ça avait de la gueule. Et là, vous aviez des généraux qui sont plutôt de droite, qui nous disent « Ça fait longtemps que la droite ne fait plus ça, c'est étonnant que quelqu'un qui vient de la gauche ait cet effet cela ». Et c'était quoi cela? Mais c'était discuter avec des généraux de droite, avec des amiraux, avec des géopoliticiens, avec des responsables de l'industrie d'armement, pour définir quelle doit être la position de la France. Et ce cahier, quelle doit être la position de la France dans le monde, à l'international. Et ce cahier se terminait par un long article de Jean-Luc Mélenchon qui présentait sa vision régalienne en tant que futur candidat, qui était gaulliste en fait. Donc une France indépendante des États-Unis, bien évidemment de la Russie aussi, et qui est une nation pivot, et qui, avec une certaine idée de la grandeur de la France, qui doit être reconstruite. Donc ça, c'était le Jean-Luc Mélenchon de 2017, et c'est à ça que j'avais travaillé à cette époque-là. Alors, votre parcours aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il s'est malgré tout terminé en 2018. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi? Mais j'avais écrit une tribune dans Marianne quand j'ai quitté la France Insoumise. Tout y est expliqué assez clairement. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent retrouver pourquoi je quitte la France Insoumise. Non mais rappelez-le nous quand même. Et je vais vous le rappeler, voilà. Mais en quelques mots, c'est assez simple. C'est parce que dans la deuxième, à partir d'avril 2018, Jean-Luc Mélenchon change de stratégie. Si vous vous souvenez, en juillet 2015, j'ai été élu secrétaire national, ça vous en souvenez pas parce que il n'y a que moi qui le sais, ici. Mais en juillet 2015, Alexis Tsipras, Premier ministre de Grèce, signe le mémorandum, c'est-à-dire avec le pistolet sur la tête, de l'UFMI, de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne, qui lui impose l'austérité et une rigueur économique pire que celle contre laquelle il avait lutté et pour laquelle il avait été élu 6 mois avant, avec entre autres Varoufakis comme ministre de l'économie. Et Varoufakis avait dit à l'époque, c'est difficile de négocier quand on n'a pas de plan B. Et le mot plan B est venu de Varoufakis. Et nous, durant l'été, on se dit, mais et si on faisait un plan B? Et l'idée était, faisons au niveau européen ce qui me différencie aujourd'hui encore, des Frexiteurs purs. Faisons avec d'autres Européens, donc des Grecs, des Italiens, des Espagnols, des Irlandais, des Suédois, bref, des Polonais, tous ceux qui, dans chacun de ces pays-là, sont contre les politiques d'austérité, sont contre la politique néolibérale menée par la Commission européenne, et nous sommes sûrs que tous les peuples sont contre, parce qu'à chaque fois qu'on demande son avis à un peuple en Europe par référendum, ils votent non, comme on a voté non en 2005. Après, ils font une tambouille soit au Parlement, comme en 2008, soit ils font revoter en Irlande jusqu'à ce que les gens votent bien. Bon, mais
visiblement, les peuples d'Europe, qu'ils soient grecs, polonais, hollandais, français ou espagnols, n'ont pas l'air trop d'accord avec les politiques néolibérales qui détruisent leurs services publics et font qu'ils ont des vies plus difficiles. Bon. Mais on s'est dit, imaginons un plan B de destruction de cette Union européenne-là pour faire autre chose. Une Europe au service des peuples, une Europe des États-nations. Ce qui d'ailleurs, entre nous, était le projet du général de Gaulle, entre autres avec le traité de l'Élysée dont on a fêté les 60 ans, mais qui était mort-né immédiatement. Et ça a été, je crois, l'une des aventures les plus intéressantes qui m'a été donnée de vivre, c'est de construire avec d'autres Européens, penser comment on s'en sort de cette Union européenne-là et comment on fait quelque chose d'autre, comment on fait une autre forme d'alliance, mais au service des peuples et qui respecte les spécificités, les États et les nations dans l'Europe. Et tout ça est abandonné vers avril 2018. Pourquoi ? Parce que pour une partie de la gauche, en particulier celle du Parti Socialiste, EELV, Europe Écologie Les Verts, ou Génération de Benoît Hamon, parce qu'ils ont trahi l'idéal socialiste depuis 1983 pour construire cette Europe néolibérale, la critique radicale de cette Union européenne, c'est un no-go pour faire des alliances. Or, Jean-Luc Mélenchon avait décidé, il l'a dit en juin 2018, lors du congrès du parti de gauche, qu'il souhaitait faire l'hégémonie à gauche. Remarquez qu'il a réussi. 4 ans après, c'est une bête politique quand même, 4 ans après, il réussit. Or, pendant la campagne de 2017, avant, vous savez, quand les courbes se sont croisées entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon qui ne s'est pas retiré, s'il s'était retiré, ça serait Jean-Luc Mélenchon qui en 2017 aurait été face à Macron, ne s'était pas retiré. La raison principale officielle, moi je pense qu'il ne voulait pas se retirer de toute façon, mais la raison officielle qui a invoquée, c'est « vous êtes trop critique avec votre plan B par rapport à l'Union européenne ». Et donc il s'est vu, il a choisi d'abandonner ce combat-là, de l'enterrer, au point où maintenant vous avez des jeunes militants de la France Insoumise qui n'ont aucune idée de ce que c'est que cette histoire de plan B, qui a complètement disparu des radars de la France Insoumise, pour pouvoir parler à Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste et à tous ces partis de cette gauche-là, qui a capitulé beaucoup face à cette Union européenne. Et pour pouvoir leur parler, il a fallu leur parler des sujets qui, eux, les intéressent plus. Donc c'est les questions sociétales, les questions de droits des minorités, il y a une dérive questions de genre. Et donc on a de la gauche. On a une dérive, et je pense Vous l'expliquez comment d'ailleurs cette encore une fois, comme ça. Ouais. Parce que Jean-Luc Mélenchon change de stratégie, il veut faire l'hégémonie à gauche, mais ça lui coûte très cher. C'est-à-dire, il fait l'hégémonie à gauche, et il était conseillé par ça, ou c'est lui-même Je pense qu'il avait, on avait différents courants au parti de gauche, mais c'est lui qui a choisi. Encore une fois, je ne pense pas qu'il ait été marabouté par qui que ce soit pour changer d'avis, pas plus qu'il a été marabouté par moi pour être souverainiste. On ne maraboute pas trop facilement, je pense. Et justement, on ne le maraboute pas, non, même pas du tout en fait. Ouais. Voilà. Et si quelqu'un essaye, en général, voilà. Mais il y a eu d'autres points de désaccord au sens général, parce que... Oui, mais ça c'était vraiment le cœur du truc. Mais vous voyez que on arrête de parler de critique de l'Union européenne, et on parle de choses qui intéressent EELV et le Parti Socialiste, c'est-à-dire les questions, on va dire wokistes, les questions, on tombe dans le communautarisme, et même un recul délirant pour Jean-Luc Mélenchon sur la volonté d'industrialisation, et même sur le nucléaire. Le nucléaire, tout d'un coup, il faut arrêter le nucléaire. Je sais ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Je sais, Jean-Luc Mélenchon, qui veut toujours conserver la dissuasion nucléaire, c'est très bien, parce que j'étais en réunion avec lui, avec des ingénieurs très hauts cadres d'EDF ou des militaires qui ont commandé nos flottes de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est très bien qu'il n'y a pas de dissuasion nucléaire s'il n'y a pas de secteur public du nucléaire. Ça ne marche pas. Donc c'est une sorte d'embrouille et de mensonge qui fait un peu pour ces nouveaux alliés, mais il y a un recul sur cette question-là. Donc, on voit la catastrophe que représente le recul du nucléaire pour notre pays dans un contexte géopolitique tendu, avec la Russie, le non-investissement, la fermeture de Fessenheim,
la fermeture à l'époque de Jospin de Superphénix, l'arrêt par Macron d'Astrid, c'est-à-dire de faire fonctionner les centrales nucléaires, de fermer le cycle complètement de la combustion et d'utiliser les déchets pour avoir du combustible pour les centrales à l'avenir, selon certains, pendant encore 100 et 150 ans, avec les déchets qu'on a. Tout ça, il le sait très bien. Il a décidé d'abandonner parce que c'est une question qui est sine qua non chez les Verts. Enfin, je dis chez les Verts parce que j'allais dire les écologistes, mais les écologistes sérieux sont pour le nucléaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de sérieusement lutter contre un des aspects des crises qui nous touchent actuellement, qui est le réchauffement climatique. Et donc, c'est des reculs sur toutes ces questions-là. Et bon, je ne suis pas non plus ultra-wokiste, vous vous en doutez. Et d'ailleurs, dans cet article-là, j'ai souligné les tendances vers le communautarisme ou vers le wokisme, mais je ne pensais pas. Et là, comment vous l'expliquez cette dérive, justement, wokiste que vous décrivez, d'où elle vient? Qui sont les conseillers aujourd'hui de l'ombre de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que on les identifie? Est-ce qu'on les connaît? Bon, même si on dit que c'est lui qui décide de tout seul, il a quand même des influenceurs auprès de lui, on va dire. Et dans ce domaine-là, ça va être plutôt des jeunes influencés par la gauche américaine. Donc maintenant, il y a une très forte concentration autour de Jean-Luc Mélenchon, et pas que lui, chez les députés, chez les assistants parlementaires des députés, chez les permanents de la France Insoumise, des jeunes venus de Sciences Po Paris, ou les autres Sciences Po, mais Sciences Po Paris est caricatural, parce que c'est une institution qui forme nos élites. Ou Normal Sup, je sais pas, je pensais à... Non, Normal Sup, il y a quand même Normal Sup, un peu plus de gens sérieux qui... Ouais, c'est plutôt Sciences Po. Oui, c'est plutôt Sciences Po. Normal Sup, le wokisme répond un peu partout, mais Normal Sup, vous avez quand même des gens qui deviennent les grands chercheurs français ou les grands professeurs français dans différentes matières scientifiques. Sciences Po, c'est censé plutôt former les élites. Et là, c'est un vivier pour la France Insoumise. Et là, c'est devenu pas que pour la France Insoumise, mais Sciences Po est très, très influencé depuis une vingtaine d'années par ce qu'on appelle la gauche américaine, c'est-à-dire une gauche très wokiste, très portée sur les questions sociétales, intersectionnelles. C'est de là que vient tout le délire sur la culpabilité blanche, enfin les questions de genre tirées à l'extrême, même si c'est intéressant de penser le genre dans la société, mais là c'est tiré à l'extrême jusqu'à l'absurde. On le voit là récemment avec le planning familial. Bon, en France, on est chez les fous. Eh bien, la matrice maintenant de la France Insoumise, en tout cas de ses dirigeants et de tous ceux qui sont cadres, viennent de Sciences Po Paris. Et d'ailleurs, c'est incarné par celle qui a emmené en 2019 la liste aux européennes de la France Insoumise, Manon Aubry. Elle vient de Sciences Po, elle a fait un peu d'humanitaire, et elle est influencée par ces questions wokistes. Et d'ailleurs, elle est revenue au mantra de la gauche de changer l'Europe de l'intérieur, c'est-à-dire ce truc qu'on propose depuis 40 ans, qui évidemment sert à faire passer la pilule, où la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, Sciences Po Paris, un peu d'humanitaire, influencée par les thèses wokistes américaines. C'est QFZ. Alors, il y a un autre point de friction avec la France Insoumise vous concernant, Georges Kuzmanovic, c'est la question de l'immigration. Vous aviez évoqué la nécessité, je vous cite, d'un assèchement des flux migratoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée? Alors, encore une fois, ce n'était pas la raison principale, mais elle découle de toutes les autres. Et la question de l'immigration est maintenant c'est une question, c'est du polonium à gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, en 2017, c'est lui qui parle d'arrêter une partie de l'immigration. Il le dit dans les médias, il le dit à la télévision. C'est lui qui dit quand on a 6 millions de chômeurs, on ne peut pas faire... il dit comme Georges Marchais dans les années 80, on ne peut pas avoir plus d'immigrés justement au discours de Georges Marchais. C'était à Montigny-les-Corneilles, je crois, en 1980. C'est Jean-Luc Mélenchon. Alors là, je ne l'ai pas du tout influencé. Puis moi-même, j'étais choqué. Je rappelle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, tout seul, au Parlement européen, sort cette phrase délirante. C'est les étrangers qui mangent le pain des Français. Vous vous souvenez? Vous pouvez retrouver assez facilement. Il est quand même assez fort pour faire des propos extrêmes,
Alors, encore une fois, je répète, tout à fait exagéré, c'est débile, c'est le FN. Ah oui, c'est quand même curieux, parce que ça passe limite crème, quoi. Ouais, je sais ça pas aurait pourquoi, été Marine Le Pen dans l'autre sens. Jean-Luc Mélenchon a sorti, donc vous me l'apprenez, une telle expression. Ouais. Mais de la même manière, assez peu de gens l'ont relevé, mais La Croix, le journal La Croix, de vos confrères de La Croix, l'ont relevé. À un moment sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon dit « On sait quel est le peuple qui a crucifié Jésus ». C'est délirant, ça. Même depuis Vatican II, les catholiques n'en tiennent plus cette ligne. Que n'aurait-on dit si ça avait été justement Éric Zemmour, Marine Le Pen, qui avait dit ça. Ça veut juste dire que Jean-Luc Mélenchon peut aller très très loin, et parfois en se contrôlant pas, pour défendre la ligne qu'il défend. En 2017, il était pour la souveraineté de la France, qu'il appelait l'indépendantisme, je le répète, et ça passait, y compris pour lui, par une régulation de l'immigration. C'est pour faire une traque aux immigrés. Et en particulier, on a cette tendance à voir l'immigré comme étant exclusivement africain, nord-africain ou d'Afrique subsaharienne, et tendanciellement musulman. Mais ça concerne, en fait, en ce moment, beaucoup l'immigration intra-européenne qu'il critiquait. Ce sont tous les travailleurs détachés, les plombiers polonais. Et tout ce dumping social que l'Union européenne organise en mettant en concurrence les systèmes sociaux, les salaires des Européens les moins bien payés, souvent à l'est de l'Europe, avec les Européens les mieux payés, souvent à l'ouest de l'Europe, entre autres la France, réduisant considérablement l'industrie, on en parlait, les délocalisations, beaucoup sont partis en Europe de l'Est, et faisant de la sorte du dumping social, y compris en France, en amenant légalement, puisque c'est organisé par l'Union européenne, des gens qui, si parfois ils ont payé le même salaire, les cotisations patronales ne sont pas, ou sociales, sont fixées en fonction des lois de leur pays d'origine. Donc bien évidemment, ça coûte moins cher d'embaucher un soudeur, par exemple polonais, qu'un soudeur français. Résultat, on n'en a plus beaucoup. Voilà. Et ainsi pour toutes les branches de métier. Donc il s'opposait à ça. Fort logiquement, pour défendre le travail en France. Encore une fois, quand vous êtes en tension économiquement, comme c'est le cas dans notre pays, où on a toujours en réalité, malgré les propos d'Emmanuel Macron et de ses ministres, on a toujours en réalité quasiment 6 millions de chômeurs, et beaucoup de ceux qui sont salariés le sont de manière précaire. Mais quand vous faites venir des travailleurs immigrés, dans un contexte de crise économique, qu'ils viennent de pays où les gens ont notre religion et notre couleur de peau, ou qu'ils viennent de pays où les gens ont la même religion ou la même couleur de peau, eh bien vous vous mettez en concurrence avec les Français qui sont là. Et les Français qui sont là, ce sont aussi bien des Français qui sont là depuis Clovis, que des Français qui sont là depuis la dernière pluie, qui peuvent s'appeler Karim. Ils sont français, ils sont nés ici, donc ils sont embauchés selon les lois françaises, eh ben on leur fait concurrence, il n'y a pas de travail. On en revient à cette question que vous posiez tout à l'heure sur ces jeunes de quartier. Leur travail, en premier, eux. Alors maintenant, la concurrence va même sur les ingénieurs, sur les informaticiens, sur les médecins. Mais en premier lieu, la concurrence déloyale par une forme extrême du patronat qui utilise les immigrés, cette concurrence qui est organisée au niveau européen, nuit aux catégories populaires françaises, en particulier ceux qui sont issus récemment de l'immigration. Donc il était logique avec lui-même, Jean-Luc Mélenchon, à ce moment-là, en défendant cela. Mais le conflit survient, et ça serait beaucoup trop long pour le décrire ici, je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais dans cette plan B que l'on faisait, on le faisait aussi avec des Allemands, un ami proche de Jean-Luc Mélenchon, Oskar Lafontaine, dirigeant de Die Linke, et Sarah Wagenknecht, que nous sommes allés pousser à créer un mouvement pour casser Die Linke. Ce mouvement s'appelait Aufstehen. Et Sarah Wagenknecht est une des égéries de la gauche allemande, entre autres critiquée par d'autres personnes à gauche, parce qu'elle parle des problèmes de l'immigration dans un pays, l'Allemagne, où un travailleur sur 5 est pauvre. Et elle dit, non, c'est pas possible, il faut y mettre un terme, et il faut qu'on fasse ce que la gauche est censée faire, c'est-à-dire s'occuper déjà de ceux qui sont ici, qui peuvent être allemands depuis les temps germaniques perdus avec les anneaux des Nibelungen, ou des jeunes Turcs qui sont arrivés récemment et qui sont mis en concurrence par des travailleurs
Et c'est là que, moi je le dis à certains de mes amis de gauche, moi je viens de gauche, mais je suis gauche, mais ceux qui sont open borders, je dis, en général, si vous vous retrouvez et que vous êtes d'accord avec le patronat européen, c'est que vous avez raté une porte, comme on rate une porte quand on fait une descente de ski. Si vous êtes d'accord avec ceux qui veulent encore plus de dumping social, c'est qu'il y a un problème. Alors, Georges Kuzvanec, or maintenant, pour Jean-Luc Mélenchon, il y a une vision très très simpliste chez cette gauche influencée et chez les jeunes influencés par la gauche américaine, chez ELV, c'est un peu open borders, c'est une sorte d'internationalisme inversé. Ils se considèrent internationalistes parce qu'il faudra accueillir tout le monde. On ne sait pas jusqu'à quelle est la limite du tout le monde. Alors que l'internationalisme, le vrai, celui de la gauche que moi je défends d'avant, c'était l'égalité entre les peuples. C'était ceux qui allaient soutenir les luttes d'indépendance. C'est Thomas Sankara qui ne voulait pas que ses élites, ou pas que ses élites, mais ses concitoyens partent renforcer la puissance d'un pays étranger. C'est que quand vous êtes médecin et que vous venez de Roumanie, je parle parce que les Roumains, par exemple, ont des problèmes d'accès aux soins parce que leurs médecins sont formés à Bucarest et puis une bonne partie d'entre eux partent en Europe, en particulier en France. Ou que vous êtes médecin algérien ou du Sénégal et que vous vous retrouvez en France, bah oui, c'est une chance pour la France. Bah, c'est moins une chance pour les autres pays d'où ils viennent. Donc c'est un drôle d'internationalisme qui a des relents un peu néocoloniaux. J'aimerais bien qu'on aborde justement, alors ça va être une bonne transition justement qu'on va faire avec le social maintenant, parce que finalement aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, Marine Le Pen, elle tient un discours, on va dire, beaucoup plus social que Jean-Luc Mélenchon. On le voit sur la question des retraites notamment, on va y revenir. Marine Le Pen, est-ce qu'elle est plus à gauche que LFI sur le plan social ? Non, je ne peux pas laisser dire ça. Bah, d'abord, il faut j'ai été critique envers l'AFI et Jean-Luc Mélenchon, mais quand même sur les questions sociales, ils sont de gauche. Enfin, vous voyez bien qu'ils sont contre la réforme des retraites. On peut être en désaccord sur la manière. Vous le croyez sincère dans ses convictions sociales? Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, absolument aucun doute. Comme je pense 99% de ceux qui sont à la France Insoumise sont des gens qui sont pour quand on est de gauche, qu'est-ce qu'on... Comme ça, spontanément, malgré toutes les trahisons sociales, c'est les conquêtes sociales, c'est le Conseil national de la résistance, c'est le programme des jours heureux, c'est avoir accès aux soins, c'est avoir accès à une école républicaine qui permette de monter socialement, c'est lutter pour une amélioration des salaires, c'est lutter pour que votre vie au travail ne vous épuise pas au point que vous crevez à 60 ans, ou même avant, à 50 ans, c'est un peu de dignité dans l'existence, c'est ça être de gauche. Bon, la plupart des gens qui sont à la France Insoumise sont pour ça. Sauf qu'ils sont incohérents. Pour une partie d'entre eux, en particulier les cadres. C'est qu'ils ne refusent maintenant de lutter contre ceux-là même qui détruisent tout cela. C'est-à-dire l'Europe, enfin cette Union européenne néolibérale. Maintenant, sur la question sociale, non. Ils défendent, et je pense très bien... Alors Marine Le Pen, je ne sais pas, parce que vous êtes connais beaucoup moins bien. Observateur de la vie politique française. Et justement, je connais assez... La question de la préférence nationale, par exemple. Et quand j'étais au Parti de gauche et à la France Insoumise, j'ai suivi beaucoup les programmes du RN, et je suis bien en peine de vous dire qu'est-ce qu'ils pensent réellement faire s'ils avaient le pouvoir sur les questions économiques. Et je n'ai pas non plus l'impression qu'ils aient les meilleurs cadres, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement ? C'est la Marine Le Pen c'est le FN de 2005 ou c'est celle, l'aggiornamento de gauche, sociale de 2006, ou c'est le retour au libéralisme, ou c'est celle de 2017, ou vous savez, vous vous souvenez, vous voulez quitter l'Union Européenne, puis un an après, on ne touche pas à l'euro, on reste dans l'Union Européenne. On ne sait pas ce qu'il veut faire en fait. Vous savez, vous? Personne ne sait. Il n'y a aucune idée. Les retraites, Jordan Bardella est assez libéral comme garçon sur les questions économiques quand on écoute ses interventions. Marine Le Pen, elle semble plus sociale, mais c'est assez peu argumenté. Même s'ils sont effectivement contre cette réforme des retraites, je pense beaucoup par sens politique, contrairement au LR, parce qu'ils voient bien que 80% des Français rejettent cette réforme. C'est incroyable, 80%. 93% des salariés rejettent, donc déjà, y compris plein de gens de droite, rejettent cette réforme de retraite qui s'attaque, je pense, à un aspect
de l'identité nationale. On va y revenir à cette réforme des retraites, évidemment. Ouais. Aujourd'hui, vous avez encore des contacts avec Jean-Luc Mélenchon, avec les cadres de la France Insoumise? Non, plus du tout, la rupture est consommée. Non, certains, parce qu'on est amis, on se parle, mais non. Alors, on revient au fil de votre parcours, comme ça on déroule la plotte. À la suite de votre départ, vous avez fondé votre propre parti politique, donc République Souveraine. Quelle fut la genèse de ce projet, Georges Kecmanovic? Quand vous mettez un terme à 10 ans d'engagement militant intensif, c'est un peu comme un divorce. Vous vous retrouvez un peu... Bon, quand vous appuyez sur le bouton, vous savez que vous allez perdre des amis, les choses ne seront pas comme avant. Bon. Vous allez peut-être en récupérer d'autres. Non, bien sûr, mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Si vous divorcez, il y a des chances que vous retrouviez une autre âme sœur, avec que vous soyez un homme ou une femme, ou l'un ou l'autre, peu importe. Mais au moment où ça arrive, bon, surtout si vous avez le sentiment que vous imposez. Mais moi, j'ai pas changé. Vous êtes plutôt de droite, de gauche Mais non, justement, moi, j'ai pas changé. C'est-à-dire que je vous dirais que, en partie, je défends beaucoup ce que nous défendions à la France Insoumise en 2017. Moins quelques scories gauchistes. La droite, la gauche, ça n'a plus de sens aujourd'hui? Ça a malheureusement du sens, parce que ça a du sens pour les journalistes, ça a du sens par simplicité pour certaines personnes. Mais en réalité, c'est difficile entre un Manuel Valls ou un Emmanuel Macron, qui paraît-il est de gauche, il était ministre de l'économie d'un président dit de gauche, François Hollande, et un Poutou ou un Besancenot, de gauche aussi, bon, rien ne les rassemble. Vous avez soutenu qui en 2022, par exemple? Entre un Zemmour et un Guénaud, quoi qu'il rapproche, pas grand-chose. Ils sont de droite. Bon. D'ailleurs, l'un a plus ou moins soutenu l'autre, donc justement, on est en tout cas en harmonie idéologique. Vous, personnellement, vous avez soutenu qui en 2022? Alors moi, j'étais candidat. J'aurais espéré qu'on puisse faire quelque chose avec Arnaud Montebourg, parce que c'est ma ligne. C'est une ligne chevènementiste, c'est une ligne gaulliste sociale. Donc s'il y avait un candidat chevènementiste, gauche républicaine, souverainiste sociale, c'est dans cette lignée-là que vous êtes. C'est dans cette ligne-là. Donc il y avait Arnaud Montebourg dans cette élection. Vous avez entendu son audition là récemment, qui a fait pas mal de bruit là sur les réseaux sociaux, où il a parlé de ses trahisons. Moi-même, j'ai été candidat pour République Souveraine. Alors c'était un tour de chauffe, évidemment très difficile. Parce que vous n'avez pas eu vos signatures, malheureusement. Pour vous, c'est très très bloqué. Il y aura vraiment un travail journalistique à faire, ne serait-ce que pour ouvrir un compte en banque. Quand vous avez des gens qui se rassemblent, on en a marre des partis politiques, on va se réunir, les Gilets jaunes par exemple, on veut faire quelque chose nous-mêmes, là... vous n'avez pas eu de problème pour ouvrir un compte en banque? 3 ans. Ah oui? C'est extrêmement long. Il faut avoir plusieurs refus pour aller au service du Premier ministre, pour obtenir une injonction pour ouvrir un compte en banque. En général, chez un banquier, que vous la refusez. Puis là, il n'est pas content, le banquier. Parce qu'il vous dit, bon, ok, allez, vous ouvre le truc minimum, et il vous donne une carte jeans, c'est-à-dire une carte quand vous avez 16 ans, là, vous pouvez pas retirer. Il faut acheter des cartes prépayées, comme si vous étiez un mafieux. C'est extrêmement pénible, la plupart des gens s'arrêtent. Je salue mes camarades de République Souveraine, surtout ceux qui sont occupés de ça pendant 3 ans. Ne parlons pas de créer une association de financement, parce que vous ne pouvez pas aller en campagne si vous n'avez pas d'association de financement. Ce sont 2 comptes séparés, donc il faut encore ouvrir un autre compte qui puisse recevoir des dons. C'est un cauchemar. Ça a été beaucoup alourdi, dans une logique de séparation entre les élites et le peuple. Donc c'est sur un petit détail, mais bon, voilà, c'est quand même très très difficile. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Et résultat, j'ai oublié la question. Oui, non, c'était Montebourg qui avait fait, vous savez, une audition où il a parlé de tous ces traîtres à la patrie. Écoutez, le premier... Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a été quand même aux affaires, Arnaud Montebourg. Donc j'avais vu dans quelques commentaires, c'est je crois Emmanuel Gave, la fille de Charléa, qui avait dit quel dommage que cet homme n'ait pas été ministre de l'économie. C'était drôle comme commentaire. Ouais. Mais il faut lui reconnaître, peut-être Arnaud Montebourg n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu faire. Ok. Mais il est un des rares à avoir eu le courage d'abord de rendre son tablier, et puis de s'y opposer. Et aujourd'hui, il n'y a pas des choses que vous pourriez faire avec lui? Si, bien sûr. Vous êtes en contact avec lui? Oui, on est en contact, en tout cas avec ses équipes. Il est un peu hors sol en ce moment, on ne sait pas trop où il est. Donc... Voilà, quand je dis on est en contact, on ne sait pas trop ce qu'il fait lui-même. Et vous pourriez envisager c'est peut-être un souci avec Arnaud Montebourg. Oui, on pourrait. En tout cas, on envisage. Et puis les gens, c'est un peu le même, je vous dis,
républicains de gauche, gaullistes sociaux, c'est un grand vivier où les gens se connaissent et se croisent. C'est ça les ambitions que vous avez pour l'avenir? Sur la question, elle est très importante, franchement. Le premier des traîtres, c'est malheureusement l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Il y a eu un rapport parlementaire mené par le député Marlex, chef de file des LR à l'Assemblée nationale, donc c'est vraiment pas un bolchevique. Hein. Le pauvre, il s'est pris de bras d'honneur de Dupond-Moretti en plus. Alors, oui, il s'est pris de bras d'honneur parce qu'il rappelle des choses, des réalités. Mais il a rappelé des réalités économiques, là il a rappelé des réalités... tout à coup, les macronistes se sont découverts sont devenus des perles à vertu sur les rapports entre les hommes et les femmes, alors qu'ils ont un peu oublié les très nombreuses affaires qui devraient plutôt se taire sur la question, plutôt que de donner des leçons aux autres. Mais avant, il avait rappelé sur les trahisons économiques. Et dans ce rapport, sur la vente d'Alstom... Les grands patrons, voilà. Ceux qui ont le courage, je vous invite à le lire. Bon, c'est beaucoup de pages, mais entre les lignes, on édite la trahison du pays. Par qui? Par celui qui fut conseiller de François Hollande à l'Élysée, puis son ministre de l'économie, qui est responsable. Donc un certain Emmanuel Macron, responsable de la vente d'Alstom, qu'il a voulu, qui a profité à ses amis de Bank of America, de la banque Rothschild, de Bouygues. Il a vendu, il faut quand même le rappeler, parce que tout le monde n'a pas l'air de s'en rendre compte, non seulement un fleuron industriel, mais un fleuron industriel qui fabrique des turbines qui assurent notre indépendance nucléaire, entre autres dans la propulsion de nos sous-marins nucléaires qui assurent le parapluie nucléaire français. La sécurité du pays. Non? Oui. En fait, c'est délirant. Mais mieux, une partie de l'argent, d'abord, ça tombe chez les amis, mais une partie de l'argent sert à financer toute une série d'agences de communication de Paris et d'entreprises qui versent au pot après de la campagne d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est un peu une bananière, ça. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.